Vos débats Parlons Vrai sur AgriWeb TV. Le sujet du jour, comment satisfaire les besoins en eau de l'agriculture? Si la question se pose aujourd'hui avec acuité, c'est parce que le réchauffement climatique, particulièrement dans le sud-ouest de la France, n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité qui s'impose à tous. Si a priori ce réchauffement n'entame pas le volume global de pluviométrie, il perturbe sa distribution et se manifeste notamment par des épisodes de sécheresse estivale plus longs et plus fréquents, avec des conséquences importantes sur les cultures non irriguées. Et nous n'en sommes qu'au début, semble-t-il, puisque les projections qui ne sont plus contredites indiquent que les températures vont augmenter jusqu'à 2 degrés, voire plus, d'ici 2050. Le défi à relever est donc immense pour l'ensemble des utilisateurs d'eau, et particulièrement pour les agriculteurs impliqués dans plus de 80% des prélèvements en été. Ce facteur génère des interrogations sociétales et politiques. Pour autant, y a-t-il une fatalité à ce que l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de France, rappelons-le, succombe au réchauffement? Des solutions émergent. Pour en parler, je vous présente nos invités. Guy Estrade, qui est président du syndicat des irrigants des Pyrénées-Atlantiques, et Bruno Leménager, qui est le directeur Atlantique d'Ordogne de l'agence de bassin Adour-Garonne. Alors, monsieur Leménager, je me tourne vers vous pour la première question. Pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la ressource au moment où nous parlons et de l'évolution que vos services dessinent pour les décennies à venir? Alors, je sais que le sujet est long, qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais indiquez-nous au moins les grands repères qui permettent d'éclairer les téléspectateurs sur cet enjeu. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Alors, plutôt qu'un tableau au jour d'aujourd'hui du réchauffement climatique, effectivement, ce qu'a essayé de faire le comité de bassin au niveau du bassin Adour-Garonne, et donc c'est la même tendance au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est de regarder ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et donc on a pris un cap qui est le cap de 2050. Et d'ici 2050, on sait que le réchauffement est estimé à peu près 2 degrés supplémentaires. Mais simplement, avant d'arriver à 2050, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que la situation est grave, moyennement grave, pas trop grave? Comment on peut caractériser la situation d'aujourd'hui sans pour autant, effectivement, préjuger de... Oui, bien sûr. Et donc, la tendance actuelle, c'est une tendance qui date des années 80-90, c'est qu'on a déjà vu la température augmenter de 1 à 1,5 degré. Donc la tendance, elle existe déjà. Donc il n'y a pas une rupture, il y a plutôt une aggravation. Donc la situation, elle est déjà importante, c'est-à-dire qu'on sait déjà que les années sèches sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus courantes. Donc quand on était à la fin du XXe siècle, des sécheresses qui arrivaient une fois tous les 10 ans, c'est vrai qu'on constate déjà qu'elles arrivent plus fréquemment et on voit que ça va s'aggraver. Et en plus, tout ça, c'est des questions de stock de gaz à effet de serre. Donc on a travaillé non pas avec des scénarios catastrophistes. L'idée, c'est pas de faire peur aux gens ou de sidérer les gens. On a pris les scénarios moyens. Et donc ce plus de degrés d'ici 2050, c'est un scénario moyen. On entend beaucoup de choses plus inquiétantes, mais là l'idée c'est aussi d'aider les gens à prendre conscience. Quand je dis les gens, le comité de bassin il travaille, en fait c'est un parlement de l'eau, il travaille avec les usagers. Donc les usagers de l'eau, c'est qui? C'est vous, c'est moi, parce qu'on boit tous de l'eau évidemment, de l'eau du robinet, et puis c'est tous les représentants de l'activité économique, donc les industriels, les agriculteurs et tous ceux qui ont besoin d'eau pour leur activité économique. Et puis c'est aussi les représentants des associations, les représentants des mouvements syndicaux, les représentants de ceux qui représentent par exemple les consommateurs, de ceux qui représentent les pêcheurs professionnels, donc après le tourisme aussi, tout ce qui est en activité un peu secondaire mais qui dépend de l'eau. Donc l'eau c'est vital, et avec plus de degrés d'ici 2050, le problème c'est qu'en fait c'est pas juste un problème de température de l'eau, c'est que les plantes en fait transpirent beaucoup plus et évaporent beaucoup plus d'eau, et donc on sait que au niveau des rivières, ce que ça veut dire c'est qu'on aura dans les années sèches, donc qui seront de plus en plus fréquentes, en fait à peu près 50% de débit en moins. Donc vraiment un changement de paysage important. Donc à l'agence de bassin, vous privilégiez une approche plutôt multisectorielle qu'une approche par exemple spécifiquement agricole, ou bien est-ce que vous avez sur le secteur agricole une approche aussi particulière L'idée c'est que en fait quand on fait des approches, sans mauvais jeu de mots, mais les approches en silo, c'est-à-dire secteur par secteur, c'est pas aussi efficace que quand on invite les différents usagers à parler entre eux. Donc le but d'une agence de bassin
bassin, mais surtout du comité de bassin, c'est que les différents usagers se parlent. Parce que quand en fait la ressource vient à manquer, quand il y a un manque d'eau ou quand elle est en excès, c'est-à-dire quand il y a une inondation, à ce moment-là, tout le monde est touché. Et donc le but, c'est qu'il y ait des négociations et qu'il y ait quelque part une prise de conscience avant que les conflits apparaissent. Parce qu'une fois que les conflits sont apparus, en général, le mal commence à être fait en quelque sorte. Très bien. Monsieur Estrade, j'imagine que vous partagez ce constat, jusqu'à quel point vous nous le direz. Mais d'abord, j'aimerais connaître votre ressenti personnel en tant qu'agriculteur, en tant qu'homme de terrain. Et ensuite, j'aimerais savoir comment vous portez cette problématique en tant que responsable professionnel et institutionnel. Bon, deux choses. La première, c'est que de toute façon, oui, effectivement, on assiste à une évolution de notre climat et tout le monde est conscient qu'il nous faut impérativement retrouver les clés, non seulement du dialogue, mais de l'évolution de notre société. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On ne peut plus imaginer de toute façon vivre et construire durablement sur des oppositions aussi farouches, et des oppositions qui sont des oppositions plus de postulats politiques que des oppositions de construction. L'enjeu pour notre société sera de gérer l'eau, on le sait. La loi NOTRe va concentrer demain un petit peu plus l'habitat autour des couronnes des villes. Donc les métropoles vont devoir gérer aujourd'hui également la vie à l'intérieur de leur cité, ce qui veut dire pour bon nombre repenser l'aménagement, verdir plus les villes. Donc verdir plus les villes, quand on sait que de toute façon, demain, il y aura une élévation de la température, ça veut dire qu'il va falloir imaginer stocker de l'eau en amont des villes pour permettre tout simplement d'avoir une vie vivable à l'intérieur des cités. Et comme on est sur un changement climatique, il y a d'une part l'élévation de la température qui provoque des sécheresses, mais également des phénomènes de plus en plus violents, également de pluie, des phénomènes en fait où on a des importances, des épisodes pluvieux très très importants, courts, où il nous faudra également imaginer le stockage aval. Donc on est bien sur un enjeu d'une société qui doit concevoir les outils d'une vie à l'intérieur des villes. Donc il faudra que ce soit des outils partagés. Et ces outils ne peuvent pas se faire autrement qu'en amont, dans la campagne, et ils doivent être partagés, parce que ces outils doivent être gérés. On a un enjeu économique également. Aujourd'hui, notre société ne peut pas augmenter indéfiniment sa participation sur ces enjeux-là. Donc il faut bien que l'activité économique soit l'un des soutiens de l'activité sociale et de l'activité humaine. Et c'est comme ça que notre société a toujours progressé. Or, aujourd'hui, on est sur un schéma qui est un schéma non pas d'opposition, mais de refus du rôle de chacun. L'agriculture a un rôle, elle a aujourd'hui un ensemble de solutions qui peuvent être apportées, quel que soit le type d'agriculture, qu'on soit en conventionnel, ou en agriculture biologique, l'eau reste de toute façon le facteur et de l'évolution, de la garantie d'un équilibre, mais ça reste également la constitution d'un milieu remarquable en amont de notre vie. Donc la question de l'eau nous concerne tous, qu'on soit agriculteur ou qu'on ne le soit pas, mais là nous sommes dans une enceinte agricole. Je sais que le milieu agricole travaille depuis quelques années à des solutions. Vous avez prononcé le mot stockage tout à l'heure. Je sais que ça fait partie des solutions, il y en a d'autres. Pouvez-vous nous en développer quelques-unes et voir comment elles peuvent se déployer sur le terrain et à quelle échéance ? Aujourd'hui, il est clair, on peut le refuser ou ne pas l'accepter, en tout cas, mais si on prenait aujourd'hui sur l'axe Adour-Garonne, par exemple, l'axe Adour seul, si on veut avoir des rivières vivantes et vivables,
il nous faut créer du stockage. Il nous faut créer pratiquement 56 millions de mètres cubes de stockage, tout simplement parce que qui dit ville dit de toute façon derrière des enjeux également de dilution des steppes. Donc on a ce premier enjeu. Le deuxième enjeu est un enjeu majeur. Alors après, juste peut-être une précision que va nous donner monsieur. 56 millions de mètres cubes à créer. Il faut peut-être donner aux gens une idée de ce que ça représente, 56 millions de mètres cubes. Oui, c'est important. Moi déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit par Monsieur Estrade. La population va augmenter et elle va augmenter sur le littoral et sur les villes. Donc c'est vrai qu'il y a un réel enjeu. 2050, c'est 1,5 million d'habitants en plus pour le bassin et à peu près autant, je pense, pour Nouvelle-Aquitaine tout entière. Donc là-dessus, c'est vraiment extrêmement important. C'est une puissance un besoin effectivement très fort. Après sur les mètres cubes, alors les mètres cubes, c'est jamais très simple. Peut-on visualiser 56 millions de mètres cubes ? Oui, on peut visualiser facilement parce qu'en fait, le déficit aujourd'hui et la consommation aujourd'hui, ce qu'on consomme sur la partie de l'année qui est sèche, en gros, c'est 1,2 milliard de mètres cubes à peu près au niveau de Nouvelle-Aquitaine. Et le déficit, ce qui manque aujourd'hui, c'est 200 millions. Quand on sera en 2050, on sait que sans augmenter la consommation, c'est-à-dire donc sans tenir compte de cette population qui arrive, en prenant la consommation d'aujourd'hui, le déficit, il sera multiplié par 6. Ça sera 1,2 milliard. Donc ce que je veux dire, c'est que la tension sur la ressource, elle sera 6 fois plus forte. Donc la réponse à votre question, c'est de dire qu'est-ce qui manquera ? C'est 1 milliard de plus. Donc on peut comparer les 56 millions à 1 milliard. On voit bien que les 56 millions, il faut sûrement les faire, parce qu'ils manqueront, mais qu'il ne faut pas faire que ça. Alors pour répondre aussi à l'autre question, on peut regarder à ce qui est stocké dans les Pyrénées et ce qui est stocké dans le Massif central. Dans les barrages hydroélectriques, il y a à peu près 600 millions de mètres cubes dans les Pyrénées et 1,9 milliard dans le Massif central. L'eau qui est dans les barrages, elle n'est pas faite effectivement pour réalimenter les rivières, elle est faite pour produire l'énergie. Mais quand on aura ces 1,5 million de personnes en plus, quand on voit l'énergie qu'on consomme, parce que la vie moderne demande de l'énergie, ces villes, elles auront besoin aussi d'énergie pour se refroidir. C'est là aussi qu'on a des paradoxes. Il y aura plus de clim, on a des cercles vicieux un petit peu. On voit bien que, il y aura besoin de gestes forts dans le domaine agricole. Alors moi, je pense que c'est vraiment important. Simplement pour préciser les choses. Oui, c'est simplement pour finir. C'est vraiment important de comprendre qu'effectivement, il n'y aura pas moins d'eau au niveau de l'année, mais comme il en tombera plus en hiver et moins en été, ça semble quand même assez naturel de vouloir stocker l'eau qui arrive en hiver pour l'utiliser en été, d'où l'importance de ces barrages ou de ces retenues. Juste un petit point, à ceci près que le manteau neigeux diminue, est appelé à diminuer, qui alimente quand même pas mal les barrages pyrénéens ou du Massif central. Si cette ressource-là diminue, effectivement, il y aura une influence sur le... Alors le manteau neigeux lui-même, c'est juste un stock, c'est-à-dire il permet d'avoir un peu plus d'eau un peu plus tard dans la saison, dans l'année en fait, mais en fait le manteau neigeux ne crée pas de réserve en soi. Par contre il y a les glaciers, mais les glaciers ça fait quand même très longtemps qu'ils fondent, et le problème qu'il y aura surtout en matière de stock, c'est pas tellement les glaciers, certes les glaciers disparaîtront, c'est un vrai problème, et c'est surtout les eaux souterraines, c'est-à-dire que quand on n'aura plus cette eau de surface, malgré les stockages qu'on fera, il y aura sûrement une course aux eaux souterraines, et c'est là qu'on va retrouver le même type de problème que les glaciers, c'est des stocks qui se reconstituent pas, ou qui se reconstituent très très lentement. Donc ça c'est une situation où il faut qu'il y ait des oppositions et des dualités qui se dépassent. Et notamment, c'est vrai que les oppositions sur les bassines, les oppositions qu'il y a actuellement, sont des choses où il faut que les agriculteurs puissent avancer avec notamment les APN qui sont très en opposition. On va y revenir. Donc justement, ces réserves, ce stockage, comment constitue-t-on ces réserves ? Faut-il, et sur quel type de réserve ? C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est... Sur de la petite hydraulique, faudra-t-il pouvoir envisager des choses plus importantes, des ouvrages plus importants, et puis qui finance tout ça ? Il y a deux choses. La première chose, c'est que on est tous d'accord sur un chiffre, c'est qu'il y aura 1,5 million de bouches de plus à nourrir demain en Nouvelle-Aquitaine. Avec une volonté, c'est d'avoir une consommation de plus en plus de proximité, une consommation qui génère le moins de gaz à effet de serre, donc de transport, une consommation qui doit être beaucoup plus, qui intègre avec une production beaucoup plus le besoin de protéger notre milieu, de protéger notre planète, l'eau, que l'on fasse un légume de façon conventionnelle ou de façon bio, en tout cas on doit aller beaucoup plus dans ce sens-là, la quantité d'eau
pour 1 kilo de végétal sera toujours la même. Et la question de fond, elle est là. N'opposons pas les systèmes, faisons en sorte que l'agriculture puisse coller encore demain et demain et longtemps aux besoins de notre société. Et pour cela, il lui faut un certain nombre d'outils. Ces outils, ça s'appelle l'eau, ça s'appelle également le projet, c'est-à-dire l'assurance d'un devenir de nos productions, de nos projets, des hommes et des femmes. C'est donc dans ce sens-là qu'il faut retrouver de toute façon un projet qui sécurise tout le monde, qui sécurise l'économie, qui sécurise la vie et qui sécurise également le devenir de nos territoires. Je rappelle. Alors ce projet, il s'élabore à quelle échelle? À l'échelle de quel territoire? À l'échelle d'une grande région? À l'échelle d'un département? À l'échelle de la nation? À quelle échelle? Quel est le niveau le plus pertinent? On a besoin, au niveau national, d'un courage politique, parce qu'on voit bien que malheureusement, bon nombre de débats finissent sur des oppositions de construction politique, de schémas qui sont aujourd'hui des schémas plus partisans que des schémas d'évolution de nos enjeux de société. On a besoin ensuite, de toute façon, d'avoir des territoires qui se prennent en main. Et aujourd'hui, s'il peut y avoir des grands projets hydrauliques, on sait qu'ils bouleverseront, de toute façon, qui dit grand projet va dire bouleversement d'un certain nombre de sites ou en tout cas d'enjeux. On a aujourd'hui des plus petits projets qui sont des projets qui répondent à des territoires, qui répondent à des enjeux, et la multiplicité de petits projets est une multiplicité également de milieux remarquables. Ces lacs, ces réserves d'eau que nous avons, sont des milieux remarquables. Et ce sont des milieux qui seront indispensables demain pour également permettre de retrouver une meilleure gestion de nos territoires. On ne peut pas avoir un énorme barrage à un endroit qui irrigue seulement une vallée et tout autour avoir un désert qu'il soit économique, qu'il soit humain, mais qu'il soit aussi un désert environnemental. Alors, ces petites réserves à l'échelle de petits territoires ou ces petites réserves à côté qui n'excluent pas une grande réserve avec des objectifs différents. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il nous faut regarder globalement comment, en termes d'aménagement de territoire, on ait des grandes réserves qui soient décisives en termes d'aménagement et de structuration du devenir. Et il nous faut également ouvrir la possibilité à avoir un maillage de territoires qui permettent justement une répartition de l'économie. Alors justement, il y avait en projet un très grand ouvrage qui était celui de Charlas il y a une quinzaine d'années, qui a été enterré. Est-ce que ça veut dire qu'on est susceptible de le voir refleurir en fonction des problématiques ça, je pense que ça dépend quand même un petit peu des territoires, mais ce qui est sûr, c'est que quand on parlait des volumes... non, mais je dis Charlas à titre d'exemple. Oui, bien sûr. Au niveau donc, du comité de bassin, donc, on a pris un plan d'adaptation au changement climatique, donc, qui est vraiment un document qui aborde ces questions-là et qui dit que les solutions, elles sont forcément à trouver à plusieurs et à tous les niveaux. Donc, quand je disais que le déficit il est de l'ordre d'1 milliard de mètres cubes, c'est vrai que c'est pas avec un ensemble de petites retenues agricoles seules qu'on va y arriver. Donc, il faut faire sûrement des petites retenues agricoles, sans doute. Et je suis complètement d'accord sur le fait que l'agriculture, c'est quand même l'irrigation économique des territoires ruraux, et puis les métropoles en ont besoin. Enfin, donc ce tissu-là, il est à développer. Maintenant, des grands ouvrages structuraux, on l'a marqué dans le plan, c'est-à-dire que des grands ouvrages de taille régionale, c'est des projets qui sont à examiner. Après, c'est pas à l'agence de bassin, au comité de bassin de dire il faut les faire, mais en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que ça peut pas être tabou, parce qu'on peut pas y arriver sur une question de dogmatisme. Par contre, les solutions, elles doivent être à tous les niveaux. Donc, pour répondre à votre question, certes, il faut sûrement des ouvrages structurants des régions, et ça, c'est aux régions, un peu politiquement, de dire si elles veulent les porter ou pas, voire même de s'entendre entre elles, puisque par exemple sur l'axe Garonne, Charlas, si Charlas était construit, bénéficie aussi à Nouvelle-Aquitaine, même si Charlas est en Occitanie. Mais il faut aussi voir ça au niveau de chaque bassin versant, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les modes de production, effectivement, qu'on soit en bio ou en conventionnel, ne consomment pas plus ou moins d'eau. Par contre, les sols et la façon dont les haies ont été retirés en fait à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire tout le drainage, tout le remembrement, est allé en fait accélérer le cycle de l'eau, et que cette accélération
inversion du cycle de l'eau. Quand il y a trop d'eau en hiver ou quand il n'y a pas assez d'eau en été, et ben en fait, elle nuit parce qu'elle ne retient pas assez l'eau ou alors simplement elle la fait circuler trop vite. Donc ça veut dire que, pour vous répondre à votre question, tous les territoires, chacun à son échelle, ce qu'on appelle l'échelle du bassin versant, mais ça, tout le public est au courant des bassins versants, c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut préserver les zones humides et qu'il ne faut pas effectivement être dans une fixation d'aménagement des versants et puis de préservation de la rivière. Les deux marchent ensemble. En fait, c'est un système qui doit permettre aux versants d'être des éponges, d'avoir plus d'humus dans le sol, de garder plus d'eau, d'avoir des sols donc en meilleur état et donc d'être des meilleurs conservateurs de l'eau par rapport à cette crise climatique qui arrive. Indépendamment de la volonté politique et de l'acceptabilité sociétale, créer 52 millions de mètres cubes, ça supposerait quel investissement ? Moi, mon message, c'est pas tellement l'investissement et le prix de l'eau. Il y a des investissements derrière, forcément. Oui, mais ce qui se passe, c'est que d'ici 2050, le prix de l'eau, il va sûrement augmenter, puisque il y aura une tension de plus en plus forte. Donc, si on peut faire des calculs avec les prix de l'eau actuels, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que je veux juste dire, c'est que par rapport à 1 milliard, 56 millions, enfin, c'est même pas un vingtième. Donc, je veux dire, la question principale, elle n'est pas vraiment là. Elle est vraiment dans cette prise de conscience que les territoires doivent conserver des équilibres et de la solidarité. Et moi, j'aime beaucoup l'image que vous disiez, M. Lestrade. Il ne faut pas qu'on ait des territoires très riches et des déserts autour. C'est plus possible. Surtout qu'on en a besoin pour la qualité de l'air, on a besoin pour l'énergie, on a dit pour les circuits courts. Là-dessus, la région Nouvelle-Aquitaine investit énormément. Vous disiez que c'est la première région de France, mais c'est même la première région agricole d'Europe même. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à accompagner tout le monde dans son rapport à l'eau, qui est un rapport qui est très tendu actuellement, c'est vrai, pour les agriculteurs notamment, mais qui va être très tendu pour tout le monde bientôt, y compris pour les collectivités, y compris pour les questions d'eau potable. Donc l'idée, ça serait de faire des ouvrages qui seraient multi-usages. Ça serait l'idéal. C'est-à-dire des grands ouvrages qui, à la fois, rendent des services pour l'eau potable, rendent des services pour les grands fleuves, pour les populations et aussi pour la nature. C'est vrai, quand on voit dans le nord de la France les grands lacs de Seine, il y a des zones Natura 2000 ou Puy-d'Arieux qui est pas très loin des Pyrénées Atlantiques. Voilà, ça, c'est des retenues réussies où, en fait, on a une grande biodiversité, on a un usage agricole et on a un usage eau potable. Donc, c'est ça qu'on aimerait refaire, je pense, tous ensemble. Alors justement, quand on voit les réticences qui concernent la création de bassins de petites hydrauliques comme dans les Deux-Sèvres ou en Lot-et-Garonne, on voit bien que la question n'est pas simple. Alors vous disiez tout à l'heure, il faut que tout le monde se parle, se mettre tout le monde autour de la table, mais il y a quand même des réticences. Comment on vainc ces réticences ? Comment on y travaille ? Alors, le premier point, je veux revenir sur le document qu'a élaboré l'Agence de l'eau, le comité de bassin plutôt, qui est le Parlement de l'eau, qui a un mérite, c'est celui de mettre tout le monde, toutes les forces politiques, toutes les obédiences politiques autour de la table. Ce document a été validé. Il a été validé et il est aujourd'hui, c'est un document conforme qui permet aujourd'hui d'imaginer la politique de l'eau. Donc c'est à partir de ce document-là, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir un courage politique qui permette d'affirmer qu'un Parlement de l'eau qui aujourd'hui élabore une copie qui a été validée scientifiquement, qui a été validée politiquement et par l'ensemble des associations, doit permettre d'engager aujourd'hui. Oui. Le plan d'adaptation, oui, complètement. Il a été voté unanimement. Et j'allais dire, après, c'est chaque usager qui doit faire son chemin. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne parle pas au niveau de l'État, mais je peux parler au moins du vote de l'État dans ce comité de bassin. Quelque part, je pense que l'État a comme mission de faire respecter la justice. Alors, actuellement, il y a des contentieux juridiques. On espère qu'ils seront résolus et qu'on pourra ensuite avancer. Après, moi, je ne vais pas commenter. On a vu des projets sur lesquels tout le monde était d'accord au départ et qui n'ont pas abouti. Oui, mais c'est là que je reprends l'idée qu'il y a nécessité, à un moment donné, la gestion en fait, d'une société et la gestion de la sécurité en fait, de notre devenir passe à un moment donné aussi par du courage politique, et il nous faut retrouver au sein de nos gouvernants un courage politique à cet endroit-là. Est-ce que vous le sentez poindre, ce courage politique ? Oui. Concrètement, par exemple ? Oui, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde admet, enfin, la nécessité de constituer de la ressource, la nécessité de préserver l'eau des nappes profondes. Cette eau qui, de toute façon, est la seule
qui pourra nous donner la garantie de notre avenir demain et de lutter contre des grands risques. On n'a pas le droit d'handicaper en tout cas notre avenir en allant puiser dans cette eau égoïstement parce qu'on n'aura pas eu le courage de créer de la ressource. Donc oui, je rappelle cette décision au sein des comités de bassin, celui d'Adour-Garonne, mais celui d'autres comités de bassin, qui est partagée et qui doit aujourd'hui conduire la décision politique et le courage politique que l'on est tous en droit d'attendre. Notre rôle, nous, profession et citoyens, c'est d'aider à ce qu'on dédiabolise en fait des situations qui n'ont juste qu'un intérêt, celui de faire en tout cas le nid je dirais d'une opposition non constructive et il nous faut retrouver pour demain, pour l'agriculture, mais aussi parce qu'on a besoin de se dire que si on ne sait pas avoir un minimum de confiance dans notre société, on ne retrouvera pas les moyens également de créer les conditions d'une existence un petit peu plus apaisée. Ouais, mais est-ce que le stockage est la seule réponse et la réponse essentielle, mais qui prête le flanc à des accusations de productivisme exacerbé, ou bien est-ce qu'il y a d'autres solutions d'accompagnement à côté? Et bien sûr que non, que le stockage n'est pas le seul enjeu. Et tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il nous faut économiser toutes nos énergies. L'eau est une des énergies fondamentales. Tout le monde en est bien conscient et tout le monde le gère au quotidien. Pour autant, si on ne crée pas de stockage, vous savez, je vais prendre une image et être un peu provoquant. En plein Sahara, si vous marchez en plein soleil, vous pouvez économiser votre sueur. Vous aurez quand même soif. Oui, non, mais je veux dire sur ces modifications, on va dire, oui, mais si on renforce la ressource en eau pour faire plus de maïs, par exemple, est-ce que c'est une réponse suffisante? Mais la réponse aujourd'hui, elle est de toute façon tout simplement par le marché. On sait très bien que la sole en maïs, la sole en céréales baisse. Elle baisse parce que de toute façon, elle s'adapte au marché. Elle s'adapte aussi aux capacités aujourd'hui de production. La surface agricole ne cesse de baisser d'année en année. Donc, mesurons tout cela. Et donc, il faudra retrouver sur la surface qui reste également les moyens de nourrir notre population. Ce n'est pas le maïs l'enjeu. L'enjeu, c'est la fertilité de nos sols. La fertilité et la capacité qu'auront nos sols pour produire demain de quoi nourrir l'ensemble de nos concitoyens. Oui, je pense qu'il ne faut pas se focaliser effectivement sur la question des réserves, parce que le premier moteur qui est important, comme je disais, c'est réintroduire des éléments de nature dans les bassins versants. Donc c'est la transition agroécologique. Là-dessus, le ministère de l'Agriculture accompagne cette transition-là. Donc le changement de modèle, on y est. Comment ? Le changement de modèle, mais tout le monde doit changer ses pratiques. Le consommateur aussi, parce que ça ne sert à rien d'avoir une production agroécologique si quelque part il ne va pas chercher ce qui est produit localement, ce qui est produit court. Les distributeurs et les filières aussi. C'est bien ça le problème, entre guillemets, c'est qu'il faut bien que tout le monde puisse travailler ensemble et d'arriver à mettre tout le monde autour de la table quand on est dans des oppositions très 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 dures, c'est pas forcément facile, mais c'est indispensable parce qu'on sait très bien que si tout le monde n'est pas autour de la table, ça ne marche pas. C'est-à-dire s'il y a un maillon de la chaîne qui ne marche pas, c'est pas possible. Donc là-dessus, il ne faut pas que effectivement les agriculteurs se sentent diabolisés, je pense, parce que c'est bien sur toute la chaîne et on est tous consommateurs. Donc on doit tous déjà s'interroger sur nos modes de consommation et l'impact que ça a sur l'eau, sur l'air, sur l'énergie. Typiquement, il y a des comportements qui devront cesser. Et là-dessus, on le voit bien au niveau sociologique. Enfin, il y a les mouvements comme les jeunes, les marches du climat. C'est en train de monter quand même ces questions-là. Donc, ce qui est important, c'est de garder cette solidarité-là. Nous, au niveau agence de l'eau, en tout cas, la volonté, on a un programme qui nous permet de distribuer 250 millions d'euros par an de subventions. C'est un petit peu moins que ce qu'on faisait avant. C'était 270 avant, mais c'est presque un détail. C'est de rester engagé, notamment aux côtés des agriculteurs et aussi aux côtés des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la biodiversité et les zones humides. Voilà. Dernier point, parce qu'il nous reste 2 minutes, on me dit. Pour aborder un petit peu la conclusion, à travers ce qu'on vient de dire, si effectivement tout ce qu'on vient de dire est bien pris en compte, il n'y a pas de fatalité à ce que le changement climatique, à ce que l'agriculture soit victime du changement climatique, si on l'accompagne bien. Moi, je pense que de toute façon, l'agriculture ni notre société doivent être victimes du changement climatique. Accepter le risque du changement climatique, c'est imaginer de toute façon la société de demain et c'est accepter une vulnérabilité
pour l'instant sur lequel on n'est pas assez, en tout cas, qu'on ne prend pas assez en compte. Premier point. Deuxième point, l'agriculture, c'est exactement comme, je vais prendre un autre exemple. Demain, il n'y aura pas de vie possible si certaines espèces, comme les abeilles par exemple, disparaissaient. Mais il n'y aura pas d'existence possible dans les territoires si on ne donne pas à l'agriculture les moyens de répondre à la première des attentes, celle de nourrir, préserver, mais également faire de l'ensemble de la France un territoire accueillant. C'est l'agriculture qui le fait, et rien d'autre. Mais est-ce qu'on peut envisager à court terme des modifications dans les cultures régionales ? Mais bien sûr, mais c'est en cours. Déjà. Alors par exemple. Mais par exemple, aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions sur lesquelles la conversion en agriculture biologique est la plus présente. Mais le changement des pratiques, sans aller jusqu'à pour un certain nombre d'agriculteurs jusqu'à l'agriculture biologique, est en cours. On a réduit en 10 ans de 15% l'usage de produits phytopharmaceutiques à tous les endroits. À tous les endroits. Et il nous faut aller encore plus vite. Oui, mais il nous faut aller encore plus vite. Mais pour aller plus vite, on a besoin de quelque chose de fondamental. C'est la recherche et c'est l'acceptabilité et l'acceptation. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, et c'est à cet endroit-là que nous, l'agriculture, nous travaillons, responsables professionnels, auprès de l'ensemble de notre base pour accompagner cette nécessité de mutation. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir autour de nous une société qui nous fasse confiance et qui retrouve ce lien essentiel, qui est le lien, en tout cas, de la relation de confiance qui peut exister. Un agriculteur n'est pas quelqu'un de différent d'un néo-rural. Et vous nous dites que votre base a pris conscience de ces enjeux globaux. Mais bien sûr. Et donc, je veux juste le redire, nous sommes, dans notre société également, comme tout le monde, nous sommes des consommateurs et nous sommes également face à une inquiétude, celle de notre devenir, du devenir de nous en tant que citoyens, mais également celle du devenir de notre profession. Non, mais là, on a bien compris le message. Il ne s'agit pas de viser les agriculteurs, mais il s'agit d'élargir à l'ensemble. Un mot de conclusion, peut-être ? Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis complètement d'accord. C'est une question de confiance. Il faut éviter le déni. Ça, je pense qu'on est en train de l'éviter. Et il faut recréer de la confiance. Donc, j'espère qu'effectivement, ce capital confiance sera reconstitué. La transition agroécologique, elle est en route. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais il ne faut certainement pas baisser la garde. Il faut continuer l'effort. Et il faut aller vite. Parce que c'est vrai que la dégradation est rapide aussi. Mais cette transition en route, et c'est peut-être là l'enjeu de communication, est-ce que ça se sait un peu, beaucoup, pas suffisamment. Est-ce que le problème de communication n'est pas le problème central aussi ? En France, chaque fois que quelque chose ne va pas assez vite, on conclut par un problème de communication. Il y a certes de la communication, mais je veux revenir, il y a nécessité aussi d'avoir dans nos relais politiques, dans nos relais institutionnels, du courage fondamental en tout cas, pour accompagner aujourd'hui tous ceux qui, de près ou de loin, veulent accompagner et aider un changement, et en tout cas créer les conditions d'une vie un peu plus partagée, et en tout cas d'un projet sur lequel tout le monde trouverait satisfaction économique et humaine. En automne, il y aura un état des lieux des masses d'eau, donc des rivières, qui va sortir. Un état des lieux qu'on fait autant en profondeur tous les 3 ans. Je ne vais pas dévoiler, mais je peux dire que dans l'ensemble, des choses s'améliorent. Et c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'on voit que les choses sont en train de s'améliorer. Donc vraiment, le changement est en route. Après, il reste encore beaucoup de chemin. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre participation à ce débat. Et bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.